Podcast Up, le rendez-vous qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission qui a été enregistrée avant l'épisode de crise sanitaire. C'est le deuxième numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME en partenariat avec Duno et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Alors nous allons aborder la thématique essentielle pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, comment trouver de nouveaux clients. Et pour nous permettre de mieux y répondre, j'ai la chance de recevoir par téléphone Arnaud Ciel, CEO lui-même et fondateur de CA+, cabinet conseil en développement commercial et marketing pour TPE. Il faut prendre sa respiration, et auteur chez Duno de l'excellent Comment trouver et fidéliser vos clients. Bonjour Arnaud. Bonjour Richard, ravi de vous retrouver. Ravi également. Alors vous avez une vie professionnelle assez riche, commercial, chef de produit, vous avez été DG d'une PME et puis il y a 17 ans, vous créez votre cabinet conseil. Pourquoi déjà ? Effectivement, c'est ça, c'était exactement il y a 17 ans et j'ai décidé de créer mon cabinet de conseil tout simplement parce que j'admire les entrepreneurs. J'ai une profonde admiration pour celles et ceux qui décident de se lancer, qui décident de prendre des risques et qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice, voire de changer le monde. Donc j'éprouve la plus grande admiration pour les entrepreneurs et donc je suis très très heureux d'avoir l'opportunité de les aider et de contribuer à mon niveau à leur succès. Et ça se sent quand on vous écoute et quand on vous lit. Alors à votre tableau, tableau de chasse, plus de 300 entreprises accompagnées. Quelles sont les attentes en fait des entrepreneurs quand ils viennent vous voir ? Finalement, ce sont des attentes assez simples, je dirais. C'est tout simplement comment je peux encore plus vite développer mon chiffre d'affaires, atteindre mes objectifs et finalement maîtriser cette démarche commerciale qui, pour certains, peut paraître difficile, ardue, ésotérique presque. Donc, comment maîtriser la danse de la pluie. Vous savez, dans la culture américaine, par allusion à la culture amérindienne, on parle des bons vendeurs comme des faiseurs de pluie, parce qu'ils maîtrisent la danse de la pluie. Et je crois que c'est une attente qui est très importante chez un grand nombre d'entrepreneurs, c'est de maîtriser, donc non pas la danse de la pluie, mais la démarche commerciale de façon à maîtriser le flux d'euros vers son entreprise. Rien de mieux comme transition. On va justement entrer maintenant dans le vif du sujet. Pour trouver des clients, évidemment, il faut un produit à vendre, donc un bon positionnement. Comment, selon vous, on peut se démarquer dans un marché qui aujourd'hui est de plus en plus atomisé ? On a plus de 100 000 nouvelles entreprises qui se créent chaque année en France. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, pour prendre presque le contre-pied de votre question, Richard, c'est vrai qu'on peut ressentir le besoin de se différencier. Et ça peut être tout à fait une stratégie marketing pertinente, c'est la stratégie de la différenciation, de l'innovation, de la rupture, ou pour prendre le terme à la mode, de la disruption. Les disruptions, ouais. C'est une façon effectivement tout à fait pertinente et qui peut payer. Mais on peut tout à fait avoir également une stratégie de tout simplement faire bien son travail. Pour prendre un exemple, qui n'est pas loin de celui du partenaire de ce podcast, un restaurant. Un restaurant peut être extrêmement innovant et faire des plats que nous ne mangeons nulle part ailleurs. Et puis, ça peut être tout simplement une très bonne brasserie de midi 2. Et ma foi, une très bonne brasserie qui fait de bons plats classiques, qui les fait bien, qui offre un bon service et un bon prix, peut également être extrêmement prospère. Ouais, il faut déjà être bon dans ce qu'on fait, en fait. Exactement. Ce qui paraît être le minimum, quand même. Oui, tout à fait. Mais voilà, faire très bien quelque chose de simple peut tout à fait assurer le succès d'une TPE. D'accord. L'entrepreneur lui-même doit être forcément un commercial ? Alors, je ne suis pas objectif pour vous répondre sur ce sujet, mais oui, il me semble que c'est indispensable que l'entrepreneur soit le premier vendeur dans son entreprise, parce qu'il n'y a pas plus, d'une part, motivé que l'entrepreneur pour assurer le succès de son entreprise. Généralement, il est extrêmement compétent sur le sujet, puisque c'est lui qui a la maîtrise technique ou voire technologique. Et enfin, il est extrêmement crédible vis-à-vis de l'extérieur. Donc, ces trois atouts, la motivation, la compétence et la crédibilité,
ça serait dommage de s'en priver. Ouais, c'est logique. Comment est-ce que parce qu'il faut commencer par se constituer un fichier de clients. Comment ça marche? Comment il faut faire? On a des exemples de logiciels peut-être qui existent. Alors, c'est vrai qu'il existe un certain nombre d'outils qui permettent de fabriquer des fichiers. En préparant cette émission, on évoquait notamment Corporama, Par exemple, oui. qui est un très bon outil, par exemple. Mhm. On pourrait parler de Manageo. Qu'est-ce que ça apporte en fait ces outils-là? Parce que Ces outils-là permettent... bêtement, je pourrais poser la question, mais bêtement, se constituer un fichier client, j'ai besoin d'Excel, quoi. Mais c'est un minimum. Avant, on avait des boîtes à chaussures. Mais... Effectivement, on a connu les fiches Bristol et les boîtes à chaussures. Ensuite, ça s'est sophistiqué avec Excel, qui reste très souvent un outil très utilisé dans les TPE-PME. Et puis sinon, on a la version luxe, c'est la CRM. Oui, on va y venir justement. Mais par exemple, Corporama, si je prends l'un de ceux que vous avez cités, Corporama, qu'est-ce que ça apporte? Corporama, je dirais que c'est le carburant que l'on va pouvoir mettre dans le réservoir. Puisque Corporama permet de se fabriquer des fichiers. C'est-à-dire que, prenons un exemple très concret, j'ai décidé de prospecter les restaurants. Oui. Vous êtes très restaurant. Comment? Vous êtes très restaurant, très branché restaurant. Oui, c'est peut-être parce que nous sortons de table. Mais oui. Si je décide de prospecter les restaurants, bien Corporama va me permettre de sélectionner le code activité restaurant. Je vais pouvoir indiquer un seuil minimum de chiffre d'affaires, un seuil d'effectifs, une région, un département ou une ville. D'accord, vous voulez dire que c'est une base qui est Pardon, vous voulez dire que c'est déjà une base qui est déjà rentrée en fait, c'est ça? C'est un fabricant de fichiers. D'accord, ok. Sur l'exprimer de manière un peu triviale, ça permet ainsi de se constituer le fichier de tous les restaurants de la région Île-de-France qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, par exemple. D'accord, ok. Oui, c'est extrêmement important. Vous avez dit le mot magique aussi, vous avez parlé de CRM, le Customer Relationship Manager. Est-ce que ça, c'est important quand on débute, quand on lance sa boîte? Il faut un logiciel de CRM? Pas forcément. Il faut un état d'esprit CRM. C'est-à-dire, et vous évoquiez la boîte à chaussures et les fiches en Bristol. C'est l'ancêtre de la CRM. Et ce qui était important, c'est d'avoir la volonté de capitaliser l'information que l'on collecte et de pouvoir rappeler, recontacter et suivre le prospect au bon moment, avec les bonnes informations. Ça, c'est l'état d'esprit CRM. Et pour être un peu provocant, qu'on le fasse avec des fiches Bristol, avec un fichier Excel ou avec une CRM, presque peu importe. Alors, il est évident qu'une CRM va offrir 1000 fonctionnalités de plus, va offrir un confort d'utilisation, ça va être le luxe. Mais ce luxe a un prix. Oui, ça peut être très important. Ouais. On va dire que le ticket moyen pour une CRM, rapidement, c'est un... alors, leur tarification se fait par utilisateur et par mois, puisque la plupart des CRM sont maintenant en mode locatif, en mode SaaS. Et très vite, on peut être très vite à 10, 15, voire 20 euros par mois et par utilisateur. Ouais, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Effectivement. Alors que si on se débrouille, entre guillemets, avec Excel, là, le coût est beaucoup plus faible. Il faut juste un rapport sur investissement. C'est-à-dire qu'il faut, là, du coup, aller chercher des clients. Et notamment, pour aller chercher des clients, il y a cette fameuse technique du phoning. Vous savez, prendre son téléphone, décrocher son téléphone, ce qui est déjà pas simple. Est-ce qu'il y a des techniques, on parle de barrage secrétaire, etc. Il y a des techniques à connaître ou est-ce qu'on y va au feeling? Non, surtout pas au feeling. Le téléphone est un outil qui reste un outil extrêmement performant, extrêmement pertinent et même extrêmement indispensable pour obtenir des rendez-vous avec des prospects, notamment lorsque l'on prospecte les professionnels, lorsque l'on fait, comme on dit, du B2B. Du B2B, oui. Mais c'est un outil qui requiert beaucoup de préparation, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement aguerri, extrêmement préparé, extrêmement entraîné, notamment avoir ce que l'on appelle un pitch, un texte, un argumentaire percutant, bien préparé. Presque écrit, vous voulez dire? Non seulement écrit, et en plus répété. Ah oui. C'est-à-dire que, un petit peu comme un artiste, comme par exemple, vous savez, quand Gérard Depardieu joue la tirade du nez dans la tirade de Bergerac, le texte a été écrit, en l'occurrence même par quelqu'un d'autre. Oui. Il est écrit, mais pour nous emporter, pour nous séduire, pour nous convaincre, Gérard Depardieu a répété ce texte plusieurs fois
et en l'occurrence même sous la direction d'un metteur en scène, jusqu'à obtenir un jeu parfait. Le conseil que je vous donnerai pour réussir au téléphone, c'est de faire comme Gérard Depardieu, non seulement d'apprendre votre texte par cœur, et en plus de l'avoir répété pour vous l'être parfaitement approprié pour pouvoir le jouer. Au téléphone, on a 30 à 45 secondes, guère plus, lorsque notre interlocuteur décroche son téléphone pour le séduire, lui donner envie d'en savoir plus et pourquoi pas même de nous accorder un rendez-vous. J'ai l'impression à vous écouter que ça va paraître peut-être tarte à la crème ce que je vais dire là, mais que presque avant d'avoir créé son entreprise, il faut presque avoir préparé tous ces outils-là. Alors, est-ce que c'est avant d'avoir créé son entreprise? Peut-être pas, parce qu'on peut préparer tous ces outils en rentrant du centre de formalité des entreprises. Ouais, une fois qu'on a payé. Oui, puisque rappelons-nous de ce que nous disait Napoléon, brûlez les ponts derrière vous et voyez comme ensuite vous avancez bien. C'est peut-être bien de se mettre dans une posture, dans une position où de toute façon on est obligé de réussir. Oui. Mais c'est vrai, vous avez raison, ça va faire partie des premiers actes constitutifs et constructifs de l'entrepreneur, c'est de préparer sa démarche commerciale, notamment son pitch téléphonique. Maintenant, Richard, il y a un point qui est important, c'est de rajouter, c'est que nous sommes en 2020 et que nous avons accès à une énorme richesse d'informations sur l'entreprise et même sur notre interlocuteur avant de le prospecter. Et ça, c'est formidable parce que ça peut nous donner une capacité à être pertinent, à être personnalisé dans notre approche, comme jamais il n'a été possible de le faire. On revient au CRM, là, quasiment. Hein. Et on en revient aussi au CRM et à cette notion de j'accumule de l'information sur mon prospect avant de le contacter, de façon à accroître, la pertinence, la personnalisation de ma démarche. C'est ça, on est presque... Ça, en revanche, allez-y. Je crois que c'est une attente importante de la part des prospects. C'est-à-dire que quand on décroche son téléphone, on est presque à dire « Bonjour, monsieur machin, comment va votre fils Emmanuel ?» Presque. Alors ça, dans ce cas-là, j'exagère. C'est peut-être un petit peu intrusif, mais en revanche... J'exagère la démarche, mais c'est un peu ça. Bonjour, monsieur Durand. Je viens de lire que vous avez été nommé directeur marketing pour l'Europe. Déjà, bravo. Et j'ai également lu dans cette interview que vous avez accordée au magazine LSA que vous aviez tel et tel projet. Et c'est justement pour cette raison que j'ai décidé de vous appeler. Excellent. Alors, en plus du téléphone, on est quand même en 2020. Maintenant, on passe au numérique, à la data. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que les sites web, ça marche encore? Est-ce que les newsletters fonctionnent toujours? Est-ce qu'on est passé au stade d'après? Je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que les sites Internet fonctionnent toujours aussi bien et peuvent être, notamment si on a très bien travaillé son référencement naturel, peuvent être d'excellents outils pour générer du contact entrant de qualité. Parce que il me semble que toujours en 2020, il y a une grande part de la demande qui s'exprime directement dans les moteurs de recherche. Et puis, pour être plus précis, directement souvent dans un moteur de recherche, Google pour ne pas le nommer, et que si on est bien référencé, un site internet peut être un excellent outil de générateur de contacts entrants. Quant à la newsletter que vous évoquez, c'est un excellent outil pour rester en présence à l'esprit auprès de prospects et ou de clients. Bien sûr. Alors, justement, là aussi, c'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans le titre de votre livre, comment trouver et fidéliser vos clients, parce que quand on a des clients, il faut aussi les fidéliser, il faut les garder. Il faut savoir que conquérir des nouveaux clients coûte 5 fois plus cher parfois que de conserver ceux qu'on a déjà. Est-ce qu'il y a là aussi des méthodes, une politique efficace pour garder ses clients? Pour rebondir sur la dernière question, la newsletter peut faire partie des excellents outils de fidélisation. On a ensuite les outils classiques de type récompense de la fidélisation, par la valorisation, par la remise, par le cadeau, par la création de liens, comme par exemple le club utilisateur dans les domaines de techno. Tout ce qui peut contribuer en fait à renforcer, développer le lien. Maintenant, tout ce qui consiste également à ne jamais considérer ses clients comme des clients acquis, mais au contraire comme des clients qu'il faut toujours vouloir suivre, satisfaire et fidéliser, et donc d'être toujours dans une démarche d'attention, d'écoute, notamment de mesure de leur satisfaction, mais de mesure réelle,
pour là encore reprendre un exemple qui aura été peut-être le fil conducteur de notre podcast, le restaurant, lorsque le serveur vous pose tout bêtement la question « ça a été », ça n'est pas une mesure de la satisfaction. C'est une question fermée qui vise vraisemblablement plutôt à se rassurer ou qui relève même de la mécanique. Si un restaurateur veut vraiment mesurer notre satisfaction, il vaut mieux qu'il envoie un grand signal de disponibilité, qu'il s'approche de la table. Alors, qu'avez-vous pensé de ce repas ? Et en posant véritablement une vraie question ouverte, là, il obtiendra potentiellement des feedbacks sincères et intéressants pour progresser. Il faut savoir prendre des risques, du coup. Quand même. Mais qu'est-ce qui est un risque ? Est-ce que c'est de recevoir des feedbacks négatifs et ainsi d'avoir l'opportunité de progresser ? Ou alors de se rendre sourd et de ne pas comprendre pourquoi son restaurant est désert ? Et oui, bonne question. On ne peut que vous répondre dans l'affirmative de la première, bien sûr. C'est évident. Alors, je parlais de votre ouvrage il y a un instant. On va y revenir rapidement. Comment trouver et fidéliser vos clients. Pourquoi ce livre ? Est-ce que vous phagocytez pas un petit peu votre offre en donnant toutes les clés de ce que vous donnez habituellement dans vos formations ? Grand Dieu, non. Et puis, de toute façon, je n'aurais pas été capable de m'occuper du même nombre de lecteurs de ce livre que du nombre de clients que je suis en matière de conseils et d'accompagnement. Oui, c'est sûr. Et pourquoi ce livre ? Tout simplement parce que j'avais envie de rendre. Personnellement, il y a un grand nombre de livres professionnels qui m'ont beaucoup aidé, qui ont été des révélateurs, qui ont été des aides précieuses. Et j'avais à cœur de moi aussi rendre ce même service et de partager ces 17 ans d'expérience aux côtés des entrepreneurs pour pouvoir partager avec le plus grand nombre. C'est très clair. C'est la 3e édition, près de 10 000 exemplaires vendus de l'ensemble de votre œuvre, j'allais dire. La cible, c'est clairement des entreprises qui travaillent dans le B2B. Hein. Oui, c'est vrai que ce livre sera lu avec encore plus de plaisir et de pertinence par celles et ceux qui sont dans le B2B. Oui, clairement. Et qui sont soit qui s'apprêtent à créer leur entreprise. Ils doivent aller demain matin au CFE, où ça y est, ils ont créé leur entreprise et ils se posent un certain nombre de questions sur la meilleure façon d'accélérer le développement de leur chiffre d'affaires. C'est très clair aussi. Vous nous en avez parlé tout au long, vous avez parlé de fil rouge, vous parliez de restaurant à brûle-pourpoint, pas du tout préparé, un bon restaurant à nous conseiller. Vous êtes à Marseille, là on est par téléphone. Quel est votre restaurant préféré là-bas ? Richard, si vous venez à Marseille, moi je vous conseille déjà un quartier merveilleux et complètement atypique de Marseille qui s'appelle Les Goudes. Oui. Et une fois que vous êtes au Goudes, qui ressemble à un petit village de pêcheurs grecs, je vous conseille d'aller manger dans un restaurant qui s'appelle Chez Paul. Eh bien écoutez, message reçu, nous irons, et de votre part. Merci beaucoup Arnaud, vous êtes formidable. Ne changez rien, je rappelle le titre de votre livre, Comment trouver et fidéliser vos clients, au prix de 15,90 € ou 9,99 € en numérique. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur les sites de Up et Duno.com, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, YouTube, etc. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.